Quelque part en Afrique, il existe une région unique, terre de tous les contrastes. En période de chaleur et de sécheresse, elle met ses habitants à rude épreuve. Dans la plaine désertique, il est alors impossible d'échapper aux assauts du soleil et des vents de sable. C'est la face austère de ce coin de terre situé dans le sud du continent noir. Mais cette contrée sait aussi se montrer sous un jour nettement plus accueillant. Il suffit de quelques gouttes d'eau au bon moment pour que ce paysage lunaire se transforme en un fabuleux jardin d'Éden. En quelques jours, on voit apparaître une végétation paradisiaque unique au monde. Des milliards de fleurs dans toutes les nuances de couleurs. Bienvenue au Namaqualand, le pays des fleurs sauvages. Ces plantes poussent sur les dunes de sable bordant la côte occidentale de l'Afrique du Sud. Elles constituent ainsi une véritable mer de fleurs. Ce jardin extraordinaire compte plus de 3000 espèces de plantes différentes. Les fleurs du Namaqualand sont très recherchées par les insectes volants. Abeilles et coléoptères se repaissent de nectar et de pollen. Les fleurs prennent toutes sortes de formes et de couleurs et répandent des parfums envoûtants pour attirer les insectes pollinisateurs. Certaines ont même recours à l'illusion optique. C'est le cas de cette fleur. Elle cherche à faire croire aux coléoptères que des partenaires sexuels potentiels se sont posés sur ses pétales. Ainsi, dans ce pays où des milliers de fleurs s'ouvrent au même moment, des alliances étonnantes se nouent entre les insectes et les plantes. Ces diacias contiennent un précieux liquide. Elles sécrètent une substance huileuse qui est nettement plus riche que le nectar classique. L'objet du désir se cache au plus profond de la fleur dont la forme des pétales évoque une paire de cornes. La plupart des insectes volants ne pourront jamais y goûter. Ces abeilles solitaires ont plus de chance. Elles possèdent de très longues pattes antérieures qui leur permettent de pénétrer au cœur de la fleur. Il n'y a qu'elles qui réussissent à boire à cette source. Au fil du temps, la forme de l'abeille et celle de la fleur se sont adaptées l'une à l'autre. Certaines plantes sont même équipées de pistes d'atterrissage. Et elles sont très utiles. Voici la plus longue trompe d'Afrique. Ce Némestrinidé est doté d'un appendice buccal qui mesure le double de l'envergure de ses ailes. S'introduire dans le col étroit d'une Lapérousia n'est pas une mince affaire, surtout s'il y a du vent. Pour atteindre le nectar, l'insecte doit plonger sa trompe au plus profond de la fleur. Au passage, un peu de pollen reste accroché à sa tête. Étamine et piste d'atterrissage, tout est calculé pour que le visiteur adopte l'angle d'approche adéquat. Les plantes, qui fleurissent juste après les premières pluies, doivent donc s'allier à d'autres partenaires.
Dans le cas de l'arbre à carquois, ce ne sont pas les abeilles bourdonnantes qui assurent la pollinisation, mais des visiteurs à plumes. Et comme il y a très peu de plantes en fleurs à cette période de l'année, ces arbres affichent un véritable succès. Ces nectarinidés ont un bec relativement long. C'est plus commode pour butiner les fleurs. Ces échanges magiques entre plantes et pollinisateurs se poursuivent même en pleine nuit. La fleur de Massonia est toujours prête à accueillir la gerbille. Quand le petit rongeur plonge son museau dans le calice de la plante, un peu de pollen reste accroché à ses moustaches. Ce pollen de couleur jaune, il le déposera ensuite sur les carpelles d'une autre plante. Le printemps est généreux, mais de courte durée au Namaqualand. Car sous ces latitudes, le soleil est loin d'être toujours bienveillant. Même si les paysages se couvrent de fleurs au printemps, cette profusion est trompeuse. Le Namaqualand est l'une des régions les plus arides d'Afrique. Et sa magnifique couverture végétale disparaît après quelques semaines seulement. Dans leurs derniers instants, les plantes mettent tout en œuvre pour perpétuer l'espèce. Leurs graines sont bien protégées et prêtes à s'envoler. Ces fourmis arrachent les graines de la plante desséchée. Ce n'est pas tout à fait comme ça que le Créateur avait imaginé les choses. Normalement, c'est le vent qui devrait détacher les graines et les disséminer sur un périmètre le plus large possible. De nombreuses graines se retrouvent ainsi dans le garde-manger des fourmis, en prévision de la sécheresse à venir. L'écorce de l'arbre à carquois réfléchit les rayons du soleil, une bonne technique pour limiter la déshydratation, d'autant qu'il n'a pas plu depuis plusieurs mois. Pour l'instant, l'arbre vit encore sur ses réserves d'eau. Mais pour combien de temps encore? En journée, le thermomètre affiche maintenant 40 degrés, voire plus. Si l'eau vient à manquer, les arbres réagissent de manière radicale. Ils se séparent de quelques-unes de leurs branches. Le sol du Namaqualand est jonché d'ombelles de Brunzigia que le vent chaud a détachées de leurs hampes. Ces plantes et leurs graines ont la fibre voyageuse. Elles parcourent de grandes distances, ce qui leur permet de se reproduire sur un vaste périmètre. D'autres sont nettement plus modestes dans leur déplacement. En temps normal, les graines munies de duvet n'ont pas besoin d'aide extérieure pour voyager. Une razzia comme celle-ci peut cependant présenter des avantages, pour les fourmis comme pour les plantes. Les fourmis stockent leur butin dans des réserves. Les graines disparaissent ainsi au plus vite sous la terre. La plupart seront mangées, mais certaines réussiront quand même à germer. Dans ce pays aride, il est plus prudent de faire ses propres réserves d'eau, en la stockant dans un bulbe par exemple. Le rat taupe est parfaitement équipé pour embrocher les bulbes. Quant aux autres plantes, elles sont flétries depuis longtemps. Les temps sont durs, même pour les habitants des galeries souterraines. Le rat taupe a le plus grand mal à se frayer un chemin jusqu'au bulbe, car la terre s'est solidifiée suite à la sécheresse.
Les animaux semblent s'attendre au pire, car ils accumulent méticuleusement des quantités impressionnantes de bulbes. De leur côté, les plantes puisent les dernières gouttes d'eau accumulées dans les feuilles pour les stocker sous la terre. Dans le désert du Knerzlakte, plus rien ne distingue maintenant les plantes des galets de quartz blanc. Les pierres vivantes ont perdu leur couleur. L'hiver vient obscurcir le ciel. Les nuages pénètrent maintenant plus profondément à l'intérieur des terres. Ils défilent au-dessus d'un paysage inhospitalier qui, depuis plusieurs mois, n'a plus de végétation. C'est alors que soudain, des millions de miracles se produisent en même temps. Les mésembes réagissent aux premières gouttes de pluie en ouvrant leurs capsules. En un clin d'œil, on voit s'épanouir les petits galets blancs du désert de quartz. Le Knerzlakte, qui signifie la plaine crissante, se pare de fleurs. Il suffit d'un peu de pluie au bon moment pour qu'une étendue de petits galets se métamorphose en un parterre de fleurs.